C'est l'heure de l'information et du journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'informations à écouter sur les ondes, mais aussi sur notre site et notre application. Vous pouvez également nous suivre en direct vidéo sur la page officielle de Radio Zi sur Facebook. À la une de ce mardi 7 juillet, la démission de la directrice des services de santé publique en Israël. La professeure Sigal Sadetsky estime que son point de vue n'est pas pris en compte par les autorités. On y revient dans un instant. Autre titre de cette édition, cette nouvelle explosion en Iran la nuit dernière. Elle a eu lieu au sud de Téhéran, à proximité d'un centre d'archives nucléaires dans lequel le Mossad avait déjà mené une action il y a 2 ans. Nous en parlerons avec mon invité, le spécialiste du renseignement militaire israélien Raphaël Jérusalemi. Nous reviendrons également dans cette édition sur le remaniement en France. Les passations de pouvoir s'enchaînent, notamment au ministère de la Justice où s'installe l'avocat Éric Dupond-Moretti. Et puis, vous en avez l'habitude maintenant, votre rendez-vous écho du mardi, la chronique Israël Business en compagnie d'Eric Lewin. Radio J. Alors que l'épidémie continue sa course folle dans le pays, voilà que ça tangue au sein des autorités sanitaires israéliennes. Ce matin, coup de théâtre, la directrice des services de santé publique du ministère israélien de la Santé, la professeure Sigal Sadetsky, annonce sa démission. En cause, la mauvaise gestion, selon elle, de la nouvelle vague de Covid-19. Depuis ces dernières semaines, Israël s'oriente vers une position dangereuse. Les données, le taux de contamination et les projections en sont la preuve, regrette la responsable sur sa page Facebook. La professeure Sadetsky souligne que son point de vue n'est tout simplement plus pris en compte par les responsables politiques et choisit donc de claquer la porte sur le plan sanitaire. Les chiffres sont toujours exponentiels. 1057 nouveaux cas enregistrés en 24 heures et plus de 12 700 cas actifs. On fait le point sur la situation depuis Jérusalem avec Olivier Granic, une revue de presse en partenariat avec Studio Kalita. En direction d'un second confinement, c'est le titre ce matin du Yediot Ahronot, qui, comme le reste des quotidiens israéliens, reviennent sur les nouvelles mesures prises hier par le gouvernement dans le but de stopper le rythme de contamination du coronavirus en Israël. Le Yediot Ahronot détaille les décisions prises hier par le cabinet consacré à la lutte contre le coronavirus, à savoir de fermer immédiatement les salles de réception, les bars, les boîtes de nuit, salles de sport et les piscines, les salles de spectacle, les musées vont rester fermés jusqu'à nouvel ordre. Les restaurants, cafés et tout en restant ouverts sont désormais, nous dit ce matin le Yediot Ahronot, limité à 20 personnes en intérieur et 30 personnes supplémentaires en terrasse. Les restaurants des hôtels sont soumis aux mêmes restrictions. Les plages, pour le moment, ne sont pas fermées, mais leur accès est limité à certaines heures. Et puis, bien entendu, les rassemblements sont limités à 20 personnes, tandis que les lieux de culte ne peuvent accueillir que 19 fidèles à la fois. Il faut bien entendu respecter les distances entre les personnes. Les autobus ne peuvent transporter que 20 personnes à la fois et doivent rouler avec les fenêtres ouvertes. C'était inévitable, titre ce matin le Israël Hayom, qui cite aussi le Premier ministre qui a averti qu'Israël se trouvait à un doigt d'un nouveau confinement. Et le Yediot Ahronot, comme le Israël Hayom, consacre de longs articles sur la situation des salles de spectacle, des employés du monde du spectacle. C'est une condamnation à mort de plusieurs branches de l'économie israélienne, déclarent les propriétaires du restaurant Bella. Un restaurant qui se trouve à Beth Shearim. Pour les restaurateurs, les propriétaires de salles de spectacle, les salles de sport et les personnes du monde de l'événementiel, la situation est catastrophique. Il ne reste plus qu'à protester, conclut ce matin le Yediot Ahronot. Et pour prouver, s'il le fallait encore, combien cette situation est compliquée, comment trouver le point d'équilibre entre la machine économique du pays qui doit continuer à tourner et la protection sanitaire des citoyens israéliens. Le Israël Hayom donne ce matin la parole à 2 personnes. À Lior Barded, un nouveau confinement nous tuera. Laissez-nous travailler et gagner de l'argent, écrit ce matin ce propriétaire d'une chaîne de restaurants en Israël. De l'autre côté, Orit Marek écrit dans le même journal
que sans un confinement, nous allons mourir. Ne nous laissez pas de côté. Orit explique qu'elle souffre de maladies chroniques et qu'elle ne peut donc pas se permettre de tomber malade. 2 avis donc ce matin dans le Israël Hayom. Et dans ce contexte, la Knesset accorde des pouvoirs élargis au gouvernement face au Covid-19. Le Parlement israélien a voté ce matin une loi permettant au cabinet Corona de prendre de nouvelles mesures restrictives sans consulter les députés. La gestion du gouvernement face à cette crise, justement, est-elle efficace ? Eh bien non, assure le politologue Ilan Greilzamer. Il répondait ce matin aux questions de Laurence Kahn. L'impression générale, je crois, de la très grande majorité des Israéliens, c'est que le gouvernement actuel ne sait pas ce qu'il fait. Les chiffres de la désapprobation du public sont évidents. Plus de 65%, je ne me rappelle plus exactement, du public trouve que le Premier ministre et le gouvernement fonctionnent très mal. Et non, ce n'est pas de la colère. Je crois que c'est un peu du découragement face à un gouvernement qui n'a pas l'air, vraiment, j'en parle comme politologue, qui n'a pas l'air d'être organisé, qui n'a pas l'air de savoir prendre des décisions. Les uns se tirent dans les pattes des autres et c'est une impression assez désagréable. Radio J. Radio J, 14h08. On marque une courte pause, quelques secondes. On se retrouve dans quelques instants. Et Philippe, on part maintenant en Iran. Une nouvelle explosion a secoué la nuit dernière les habitants du sud de Téhéran. Une usine située à Bakercher a été soufflée par une négligence accidentelle. En tout cas, c'est la version que donnent les autorités locales. Bilan, au moins 2 morts et 3 blessés. Mais cette thèse de l'accident pourrait bientôt être balayée. L'usine de Sepahan Borech se trouve en effet à proximité du centre d'archives nucléaires, visé il y a 2 ans maintenant par une spectaculaire opération du Mossad. Une explosion hier qui intervient surtout à peine quelques jours après celle du site de Natanz. Attention toutefois, même affaibli, l'Iran reste une menace stratégique. Israël continue à combattre dans l'ombre. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Pourquoi un haut responsable du renseignement au Moyen-Orient affirme-t-il qu'Israël est derrière l'explosion survenue le 1er juillet sur le site iranien de Natanz ? Et surtout, pourquoi ce haut responsable serait-il un Israélien, comme l'affirme l'ancien ministre israélien de la Défense, aujourd'hui dans l'opposition, Avigdor Lieberman ? Le chef du parti Israël Beiteinu est même allé encore plus loin en désignant à mot pas très couvert l'actuel patron du Mossad, Yoram Cohen, d'être celui qui aurait vendu la mèche en début de semaine au New York Times. Lieberman accuse Cohen de préparer son entrée au Likoud, dont l'actuel dirigeant Benjamin Netanyahou le verrait bien pour lui succéder le moment venu. Et rien de mieux pour cela que de se présenter en Monsieur Sécurité, en tout cas selon l'analyse d'Avigdor Lieberman. Mais au-delà de cette incursion de politique politicienne dans une question stratégique, il faut s'attarder sur le véritable enjeu de l'incident de Natanz. On parle du site visé en 2011 par la cyberattaque au virus Stuxnet qui avait sérieusement atteint le programme nucléaire militaire iranien. Apparemment, l'explosion du début du mois aurait visé une unité de production de centrifugeuses d'enrichissement d'uranium et les dégâts sont plus importants que ce que veulent bien reconnaître les responsables iraniens. Cet incident suit d'ailleurs de quelques jours une autre explosion survenue dans la base militaire de Parchin au sud de Téhéran, un site suspecté d'abriter des tests de missiles et d'armement nucléaire. C'est d'ailleurs le Mossad qui avait confirmé l'existence de cette installation quand il s'était emparé en 2018 des archives nucléaires iraniennes. Depuis que le président Trump a annoncé il y a 2 ans le retrait des États-Unis du protocole conjoint signé en 2015 avec l'Iran sur le contrôle de son programme nucléaire militaire et qu'il a rétabli les sanctions américaines contre la République islamique, Téhéran, de son côté, a progressivement repris ses activités nucléaires en contravention avec l'accord qui l'engage toujours aux autres puissances signataires. Washington a par ailleurs échoué à obtenir du Conseil de sécurité de l'ONU une résolution sur l'embargo des armes iraniennes qu'il avait réclamé. Et l'Iran poursuit le développement de son programme de missiles, comme son acheminement d'armes vers la Syrie et le Hezbollah, sans compter les incidents qui l'ont opposé à plusieurs reprises aux États-Unis et à ses alliés sunnites dans le Golfe Persique. Israéliens et Américains ont donc intérêt à maintenir leur pression sur l'Iran pour le dissuader de poursuivre ses projets nucléaires et hégémoniques régionaux. Les Iraniens
Iraniens, de leur côté, n'écartent pas la possibilité d'un changement d'administration à Washington lors des présidentielles de novembre, qui pourrait amener à la Maison-Blanche un président démocrate plus favorable à un nouvel arrangement diplomatique, mais dans le même temps, ils ne peuvent exclure une réélection de Trump et une poursuite de la politique américaine actuelle, d'où leur détermination à garder la main. La guerre de l'ombre de l'Iran contre les États-Unis et Israël ne se relâche pas, comme on l'a vu au cours des derniers mois. Les Iraniens avaient échoué dans leur tentative de cyberattaque contre Israël pour empoisonner son eau potable. En riposte, les Israéliens avaient paralysé le grand port iranien de Bandar Abbas. Cette fois, même si la signature israélienne sur l'explosion de Natanz n'est pas certifiée, elle pourrait suffire à provoquer une réaction iranienne, cybernétique ou conventionnelle, un scénario pris en considération par la défense israélienne. Radio J, il est 14h13, l'invité de Steve Nadjar et Raphaël Jérusalemi. Bonjour Raphaël Jérusalemi. Bonjour Raphaël Jérusalemi, est-ce que vous m'entendez ? Oui, moi je vous entends. Bonjour, on vous entend parfaitement. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes un ancien membre des services de renseignement militaire israéliens. Que vous inspire cette série d'explosions en Iran ces dernières semaines ? Est-ce qu'on assiste à une large opération menée par un ou plusieurs pays étrangers, en l'occurrence Israël et les États-Unis, à l'instar de la cyberattaque Stuxnet en 2010 ? Alors, il se peut que, effectivement, s'il ne s'agit pas d'une offensive israélienne, que nous ayons un ange gardien qui surveille nos intérêts, car nous en sommes aujourd'hui, avec l'incident d'aujourd'hui, à la 5e cible qui sert absolument notre intérêt de défense stratégique contre la menace nucléaire et balistique iranienne. Donc dans les différents cas de figure auxquels nous avons assisté, qu'il s'agisse de l'attaque d'une usine de préparation de centrifugeuses, qu'il s'agisse de l'attaque d'une usine de préparation de missiles, nous avons été donc bénis par un ange gardien qui protégerait nos intérêts sans que nous fassions quelque chose, à moins que nous ayons quand même un petit peu mis la main à la pâte, ce qui est possible, mais nous avons appris de Banksy que les meilleures œuvres d'art sont celles qui ne sont pas signées. Et donc, personne, effectivement, n'a revendiqué ces actions. La fuite dont on parle du New York Times, ce n'est qu'une fuite, mais comme on ne cite pas la personnalité qui s'est présentée volontairement comme source au New York Times, je pense que M. Avigdor Lieberman conjecture beaucoup trop, et que ce genre de conjectures, comme la fuite elle-même, sont très très malsaines. Toutes les ingérences politiciennes dont vous avez très justement parlé dans votre journal sont néfastes aux actions israéliennes sur le terrain, à l'armée et au Mossad. Moins on en dit, et mieux ça vaut. Alors, la possibilité est aussi qu'il y ait, avec les Israéliens et les Américains dans le coup, la possibilité aussi est que nous n'ayons plus le choix, car devant la communauté internationale qui baisse les bras, qui ne fait absolument rien contre la menace nucléaire iranienne, nous nous retrouvons tout seuls, les Iraniens, à agir. Or, nous savons sur le plan militaire qu'il n'est pas possible, réaliste, de monter une offensive aérienne de destruction de tous les endroits nécessaires à l'arrêt du programme nucléaire iranien, pour la simple raison que les Iraniens ont dispersé leurs usines, leurs entrepôts. La plupart sont d'ailleurs sous terre, loin de l'atteinte des bombes. Voilà. Et donc, une solution militaire est peu probable. Ce qui nous reste, ce sont d'autres solutions qui vont du sabotage, qu'il soit cybernétique, c'est vrai, Stuxnet. Donc, nous avons cette possibilité-là, surtout aujourd'hui avec l'Internet de toutes les choses, d'atteindre les programmes, même les plus secrets des Iraniens, et de semer le chaos dans ces programmes. Mais nous avons aussi la possibilité du sabotage à l'ancienne, le beau vieux bâton de dynamite, ça marche toujours, avec soit des agents à nous sur le terrain, soit des complicités locales, surtout dans l'opposition iranienne, mais même des gens payés mafieux qui vont déposer une bombe, là on leur dit déposer une bombe, ça existe, et je crois que les Iraniens cachent ce genre de sabotage en parlant de cyber pour ne pas perdre la face. Et puis nous avons aussi la solution des éliminations ciblées de personnalités clés du programme nucléaire ou du développement des missiles iraniens. Notamment d'ingénieurs, comme ça avait pu être le cas il y a quelques années. Notamment d'ingénieurs, avec
la fameuse moto qui passe dans la rue et qui tire quelques coups de feu sur ce personnage clé du programme. Donc, il y a toutes sortes de possibilités d'action. Raphaël Jérusalemi. Ceci est secret. Oui. Selon un rapport américain, l'Iran serait à 3 mois de la production de 25 kilos d'uranium enrichi à 93%, donc d'uranium enrichi à destination d'un programme militaire, ce qui lui serait suffisant pour concevoir au moins une ogive nucléaire. Est-ce que les responsables israéliens, puisqu'on peut écarter très probablement l'action d'une main invisible pour reprendre votre terme, est-ce que les responsables israéliens auraient pu être tentés de profiter d'une fenêtre d'opportunité pour frapper l'Iran, sachant que l'Iran se trouve en grande difficulté sur le plan économique, mais aussi sur le plan sanitaire? Oui, ça ne gêne rien. Je veux dire, c'est un avantage pour nous que l'Iran soit en difficulté, mais la décision sur le plan militaire est toujours une décision beaucoup plus pragmatique. C'est une décision qui est imposée par la réalité sur le terrain. Lorsque Tsahal bombarde, par exemple, des positions iraniennes en Syrie, c'est parce qu'on n'a vraiment pas le choix. Il faut intervenir tout de suite. Ça veut dire, même s'il n'y avait pas de corona, même si l'Iran n'était pas en crise, nous n'aurions pas le choix. Nous devons intervenir quoi qu'il arrive. La conjoncture en Iran ne nous permet pas d'attendre plus longtemps. C'était le moment de frapper. Que ce soit 3 mois, 6 mois ou 1 an. C'était le moment de frapper. Il faut frapper. C'est toujours le moment de frapper. C'est toujours le moment de frapper quand il s'agit de l'Iran, parce qu'il ne faut pas oublier que, indépendamment de quoi qu'il puisse se passer sur le plan économique, politique et même sanitaire en Iran, il y a un État dans l'État. Il y a les gardes de la Révolution avec la brigade Al-Quds qui sont absolument indépendants, qui ne souffrent pas du tout des problèmes politiques et économiques de l'Iran, qui ne sont pas du tout solidaires de la situation du peuple iranien. Ils s'en fichent carrément. Ils sont même pas solidaires des ayatollahs. Ils ont leur propre agenda, leur propre budget, leur propre puissance, et avec une obsession envers Israël que même peut-être les ayatollahs n'ont pas. Car les ayatollahs, eux, prônent plutôt la dominance chiite sur le monde musulman. Israël, est pour eux, n'est pas la priorité. Par contre, pour les gardes de la Révolution, Israël est plus prioritaire même que l'Arabie Saoudite, ennemie jurée de l'Iran. Et donc, nous devons frapper dès que nous en avons l'occasion. Nous frappons d'ailleurs, nous nous en privons pas. Et j'espère que cela continuera jusqu'à ce que les Iraniens comprennent qu'ils ne sont pas capables de faire face à notre puissance militaire. Est-ce que l'Iran... le lancement du satellite le prouve d'hier. Raphaël Jérusalemi, l'Iran aurait-il intérêt à ne pas riposter immédiatement à ces opérations et attendre, par exemple, la possible élection d'un président démocrate à la Maison-Blanche en novembre prochain? Alors, l'Iran riposte tout d'abord. L'Iran riposte parce que on sait que, par exemple, ça a été annoncé hier que le Mossad a déjoué plusieurs attentats iraniens contre des missions ambassades diplomatiques israéliennes à l'étranger, exactement. On sait aussi que l'Iran a lancé plusieurs attaques cyber, dont l'une a failli réussir contre la compagnie des eaux israélienne, auquel cas on n'aurait pas eu d'eau potable et beaucoup de gens malades. Les Iraniens sont en réaction. Ce qu'ils évitent, est-ce qu'ils pourraient continuer à le faire à travers leur proxy, à travers le Hamas, le djihad islamique. Ce qu'ils évitent, c'est la confrontation frontale. C'est de nous affronter militairement sur le terrain, parce que là, ils ne font pas le poids. Donc, ils essaient tout autour, ils essaient d'envoyer leurs milices, le Hezbollah, le Hamas, mais les Iraniens eux-mêmes évitent à tout prix, pour l'instant, en tous les cas, la confrontation. La seule fois ils l'ont tenté en envoyant un drone à eux, donc avec une signature Téhéran au-dessus du territoire israélien, ils l'ont payé très cher. Et la prochaine fois qu'ils tenteront la même chose, ils paieront aussi très cher, et ça, ils le savent. Il y a ici une dissuasion. Nous avons peut-être perdu notre force de dissuasion par rapport au Hamas au fil des années, par rapport au Hezbollah, mais par rapport à l'Iran, nous l'avons conservé. L'Iran a peur d'Israël. Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi, d'avoir été notre invité cet après-midi. À très bientôt sur Radio J. Bonne journée. Bonne journée.
Le Hezbollah viendra-t-il en aide au Hamas pour contrer le projet d'annexion israélien d'une partie de la Judée-Samarie? C'est en tout cas le vœu exprimé par le chef du mouvement islamiste gazaoui, Ismaël Haniyeh, a appelé le secrétaire général de la milice terroriste libanaise à unir les rangs face aux Israéliens, un appel qui pour l'instant n'a pas eu d'écho, au moins officiellement côté libanais. Radio J, il est 14h22, une courte pause et dans quelques instants, c'est la suite du journal magazine. À tout de suite. Et l'autre actualité du jour, Philippe, c'est évidemment le remaniement en France. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Steve. Alors les ministres du nouveau gouvernement Castex ont été nommés hier soir et depuis, les passations de pouvoir se multiplient un peu partout dans Paris. Ce midi à la place Vendôme, Nicole Belloubet a cédé sa place à l'avocat de renom Éric Dupond-Moretti. C'est un peu la surprise du chef, celui qui a défendu Abdelkader Mera et Patrick Balkany notamment, va donc occuper le poste de garde des Sceaux. Une décision aussitôt qualifiée par l'USM, le principal syndicat de magistrats, de déclaration de guerre à la magistrature. Éric Dupond-Moretti assure lui qu'il sera le garde des Sceaux du dialogue. Ce n'est pas le ministère de la guerre, même si j'ai cru entendre ces mots, mais celui des libertés. Pendant près de 36 ans, j'ai sillonné la France, dont je connais tous les tribunaux. Je le confesse, je n'ai pas de la justice une connaissance technocratique. Je la connais humainement. Je la connais intimement. Je la connais, Nicole, charnellement. Le nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Un peu plus tôt dans la matinée, Christophe Castaner, Gabriel, a passé le relais à Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Oui Steve, vous avez connu la crise sanitaire et le ministère de l'Intérieur, je le sais, a été à la hauteur sous votre autorité de ce qu'attendaient les Français. C'est ce qu'a déclaré Gérald Darmanin, ministère de la protection des Français et lutte contre le séparatisme. Il a donné le ton de sa future mission. Le ministère de l'Intérieur et le ministère de la protection des Français. Par ses policiers, par ses gendarmes, par ses pompiers, par les agents de la sécurité civile, par les préfets, par les agents des préfectures, je sais qu'au quotidien, depuis le début de la République, chaque jour, souvent anonymement, ils protègent nos concitoyens. Je veux dire aux forces de l'ordre que comme élu de terrain, je connais leurs difficultés. Donc, des militantes féministes ont protesté contre la nomination de l'ancien ministre de l'Action et des Comptes publics alors qu'une plainte pour viol est déposée contre lui. Autre nomination importante, Gabriel, l'ancienne membre du Parti Europe Écologie Les Verts, Barbara Pompili, prend en charge le ministère de la Transition écologique et solidaire. Elle aura avec elle 2 ministres délégués, Jean-Baptiste Djebari au transport et Emmanuel Vargon au logement. Barbara Pompili a souligné que l'écologie devait être l'affaire de tous les membres du gouvernement. Est diverse et elle n'appartient à personne. Mon ambition, la mission qui m'a été confiée par le président de la République et le Premier ministre, c'est que l'écologie appartienne à tous, que chacun, à son niveau, s'en saisisse et construise des solutions adaptées à sa vie, à son territoire, à son activité. Puis à la culture, c'est un grand retour, celui d'une ancienne ministre de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Roselyne Bachelot a succédé à Franck Riester hier soir. Celle qui avait mis la politique entre parenthèses pour une carrière d'animatrice de télévision et de radio a déclaré qu'elle souhaitait remettre la culture au cœur de la reconstruction du pays. Roselyne Bachelot a également annoncé des états généraux des festivals dans les prochains jours et présenté les chantiers qui l'attendent. Pour sa première sortie, Roselyne Bachelot a visité le musée du Louvre qui a rouvert ses portes hier après 3 mois et demi. Je serai la ministre des Artistes et la ministre des Territoires. Dans les prochains jours, je souhaite tenir des états généraux des festivals pour que la saison prochaine retrouve sa vitalité artistique, son rôle de démocratisation et d'irrigation économique. Je veux aussi m'impliquer totalement pour que nos théâtres, opéras, salles de concert puissent redémarrer à l'entrée dans des conditions sanitaires compatibles avec des conditions économiques viables et je pense que nous avons sur ce sujet des marges de manœuvre.
L'ensemble des ministres et secrétaires d'État se retrouveront à 15h à l'Elysée pour le premier conseil des ministres. Et puis, hasard ou pas des calendriers, une information judiciaire a été ouverte ce matin contre l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et les derniers ministres de la Santé, Agnès Buzyn et Olivier Véran, qui est donc toujours en poste à la Santé après le remaniement. Une information judiciaire portant sur la gestion de la crise du Covid-19 et qui a été confiée à la Cour de justice de la République. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le procureur général près de la Cour de cassation, François Molins. Après celle de Dieudonné, YouTube, Gabriel, a supprimé hier les 2 chaînes de l'essayiste d'extrême droite, Alain Soral. Les chaînes ont été supprimées pour enfreindre répétées aux conditions d'utilisation de la plateforme. Sa première chaîne, ERTV officielle, portant l'acronyme de son site Égalité et Réconciliation, comptait 185 000 abonnés. La seconde, ERTV International, cumulait 3 200 abonnés. Google France a précisé qu'Alain Soral ne pourra pas recréer de chaîne sur YouTube. Cependant, des vidéos le faisant apparaître pourront toujours être visibles si elles respectent les conditions d'utilisation de la plateforme. Et le règlement de la plateforme américaine a changé en juin 2019 qui la rend désormais beaucoup plus intransigeante face au discours de haine. YouTube avait alors interdit les vidéos alléguant qu'un groupe est supérieur afin de justifier la discrimination, la ségrégation ou l'exclusion fondée sur des qualités telles que l'âge, le sexe, la race, la caste, la religion, l'orientation sexuelle ou le statut de vétéran. Depuis, le géant de la vidéo en ligne multiplie les suppressions de chaînes. YouTube assure ainsi avoir fait disparaître plus de 25 000 comptes pour incitation à la violence ou l'extrémisme violent en un peu plus d'1 an. Merci Gabriel Attal. La chronique boursière, non, Israël Business même, bon, c'est à peu près la même chose avec Eric Lewin et Steve Nadjar. Et c'est encore plus large. Bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher Steve. Ravi de vous retrouver en ce mardi. On va démarrer par une société que vous nous avez fait découvrir il y a quelques semaines déjà. Elle s'appelle Lemonade, et ses actionnaires sont particulièrement heureux ces derniers temps. Oui, on en avait parlé le 16 juin dernier. Introduction en bourse, je vous disais qu'il y aurait une future introduction en bourse au Nasdaq sur le marché américain de cette AssureTech qui propose des polices d'assurance en s'appuyant notamment sur l'intelligence artificielle et l'économie comportementale. L'introduction a eu lieu, écoutez bien, un cours de bourse en progression de 140% pour son premier jour de cotation, 25% pour son deuxième jour de cotation, ce qui donne à la société une valorisation boursière supérieure à 4 milliards de dollars. C'est encourageant pour la suite. C'est encourageant. La levée de fonds a porté sur 320 millions de dollars. Alors bon, après, il y a le problème de la valorisation. Ça vaut, mon cher Steve, tenez-vous bien, 30 fois le chiffre d'affaires 2020. C'est quand même un peu cher, même si c'est une pépite. Donc carton plein pour les actionnaires. Ce sont le japonais SoftBank ou encore les fonds Sequoia et Aleph. Rappelons que le succès de la société repose sur son business model. Elle recueille 100 fois plus de données que les assureurs traditionnels, ce qui lui permet de générer des informations prédictives avec la garantie d'améliorer la souscription et la tarification. Dans cette période de risque accru, ça peut être intéressant en effet pour les assureurs. On évoque maintenant, Eric, le plan de sauvetage pour Elal. Oui, alors Elal, on en a parlé, j'en parle quasiment tous les 15 jours. Donc le plan de sauvetage, ça y est, c'est une enveloppe de 400 millions de dollars, un prêt de 250 millions de dollars et une augmentation de capital de 150 millions de dollars, c'est-à-dire une émission d'actions. Reste à savoir si le public va se bousculer pour acheter les actions. Dans le cas contraire, et c'est mon avis, comme l'État garantit l'opération, c'est-à-dire que l'État veut absolument que l'opération ait lieu, il pourrait devenir majoritaire, ce qui veut dire, en bon français, une nationalisation d'Elal. Rappelons que ça ne sera pas une première. La société a été créée en 1948 avec l'État d'Israël. Elle est restée dans le giron de l'État jusqu'en 2003, date à laquelle elle a été privatisée. Depuis, il y a eu beaucoup de difficultés et donc elle fait du bien. Beaucoup de pertes. La situation est catastrophique. Bon, alors vous me direz, il y a le Covid-19, donc c'est pas imputable simplement à la compagnie. Toutes les compagnies aériennes du monde sont logées à la même enseigne, mais elle a quand même perdu 140 millions de dollars sur le premier trimestre. Le premier trimestre, c'est janvier-mars. Donc, avant le corona. C'est juste les 15 jours précédents du corona. Pour un chiffre d'affaires en recul de 25% à 321 millions de dollars. Les avions ne volent toujours pas. Je n'ose imaginer le deuxième trimestre qui risque d'être catastrophique. Alors, seule bonne nouvelle quand même, parce que vous allez me dire que je suis un oiseau de mauvais augure. L'action a pris 20% suite à l'annonce du plan de soutien, mais perd encore plus de 34% en l'espace d'1 an. Quand j'ai dit ça, j'ai rien dit. La capitalisation boursière d'Elal, écoutez bien, c'est 300 millions de shekels, ce qui veut dire 76 millions d'euros à titre de comparaison. Une société comme Air France, c'est quasiment 3 milliards d'euros. Franchement, 76 millions d'euros pour une compagnie comme Elal, c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est compliqué. Les dettes, les pertes, bref, heureusement qu'il y a finalement cette quasi-nationalisation, parce que l'État ne veut pas parler de nationalisation, mais on se doute bien que les actionnaires, s'ils ne le remettent pas au pot,
on va passer par une nationalisation, c'est-à-dire que l'État va monter au capital. Et ça serait une solution intermédiaire, j'imagine. L'idée souvent, c'est comme avait fait dans une autre époque je crois que c'était Barack Obama aux États-Unis avec l'automobile, c'est-à-dire qu'on nationalise, on attend que ça se passe mieux, puis après on remet sur le marché. A priori, on s'orienterait vers ce genre de situation, mais on n'en est pas encore là. Il faudrait quand même que les avions décollent, parce que je crois que jusqu'au 31 juillet, il n'y a pas de vols commerciaux, et la situation est quand même de plus en plus compliquée. Eric, on va terminer cette édition avec la Banque d'Israël qui a laissé ses taux d'intérêt inchangés. Oui, alors c'est un peu une surprise. On pensait que les taux iraient à zéro. Ils restent simplement à 0,1%. Mais la Banque centrale a décidé de lancer un programme d'achat d'obligations pour la première fois de son histoire. C'est un programme qui porte sur 4 milliards d'euros. Ça porte sur des entreprises plutôt bien notées. Alors en fait, la Banque d'Israël prend exemple sur toutes les grandes banques du monde, BCE, la Fed aux États-Unis qui agissent de la sorte. Quand vous rachetez des obligations, vous régulez le marché obligataire et vous faites en sorte que les taux ne montent pas. Donc ça va plutôt dans le bon sens. À noter que toujours selon la Banque d'Israël, le PIB israélien pourrait chuter de 6% cette année, une prévision plus noire que les 4,5% de baisse prévue fin mai. Cela ne va pas arranger la situation budgétaire du pays. On avait 3,1% fin février. Je parle du déficit budgétaire rapporté au PIB. On avait 6,4% fin juin et on aura sans doute entre 10 et 11%. Et encore, ces prévisions ne tiennent pas compte des mesures de confinement quasiment total décidées hier par Benjamin Netanyahu. Bref, la situation reste compliquée, mais il faut quand même garder espoir. J'ai pas envie de finir sur un message de désespoir. Espérons que cette pandémie arrête, parce que c'est vrai que l'Israël a tous les leviers pour que l'économie reparte dès que cette pandémie donc va cesser, mais on ne sait toujours pas quand, mon cher Steve. Merci beaucoup Eric, et on l'espère avec vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Israël Business. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 15h avec le Flash qui vous sera présenté par Gabriel Attal. Bel après-midi à l'écoute des programmes de Radio J et surtout, portez-vous bien.